parler des essais cliniques qui se déroulent en double aveugle. Quand on vous dit ça, ça paraît un peu inquiétant et c'est pourtant une garantie de qualité parce que ça signifie que ni le patient ni le médecin ne peut savoir qui a le médicament testé et qui a le placebo. Et ce secret est impératif pour garantir l'objectivité de l'évaluation d'un nouveau traitement, un secret qui exige une logistique extrêmement rigoureuse. Voici une plongée dans les coulisses d'un essai thérapeutique par Géraldine Zamanski, Soani Thiebaud et Eliane Lassibine. Ça s'est passé le 27 décembre, le matin. J'ai perdu toute la mémoire. C'était une tumeur agressive et cancéreuse. Donc quelque chose de difficile. On a géré, j'ai été opéré très rapidement. Donc ils ont ouvert tout sur le côté et puis ça s'est très bien passé. Et après j'ai retrouvé gentiment la parole, etc. Et puis après on a fait de la radiothérapie et la chimiothérapie. Et en plus, l'équipe médicale a proposé à Didier de participer à un essai clinique pour évaluer un traitement supplémentaire contre son glioblastome, une tumeur du cerveau particulièrement menaçante. J'ai dit oui tout de suite et le lendemain on a signé les papiers sans aucun problème. Nous en avons parlé, ce qui est quand même très important. On en a parlé avec notre fils, etc. Mais on a tout de suite été pour. Parce que si aucun patient ne donne un peu de soi, les autres ils ne seront pas mieux soignés et la médecine n'avancera pas. Cet essai concerne un traitement qui pourrait freiner la croissance de la tumeur. Il limiterait aussi l'inflammation liée à la radiothérapie qui oblige souvent à prendre des corticoïdes. Didier prend donc 2 comprimés par jour, mais sans savoir si cette boîte contient le placebo ou le véritable traitement, c'est la clé d'une évaluation objective. Un des critères de l'essai, c'est la dose dont le patient aura besoin, la dose de corticoïdes dont le patient aura besoin en fin de radiothérapie. C'est un critère qui est laissé à l'appréciation du médecin, qui le suit, donc moi, et de la plainte du patient. C'est pour ça qu'on fait en double aveugle. Le double aveugle, ça veut dire que le patient ne sait pas ce qu'il prend et que le médecin non plus ne sait pas ce qu'il donne. Donc c'est la première protection pour éviter d'être subjectif. La deuxième, c'est que cet essai ne se fait pas que à Avicenne. Donc le fait qu'il y ait plusieurs centres donne également plus d'objectivité au résultat final. Mais désormais arrivé au terme des 6 semaines de radiothérapie, Didier et Martine pensent avoir deviné le contenu des comprimés. Les corticoïdes, vous deviez éventuellement en prendre s'il y avait des soucis, mais il n'y en a pas eu besoin du tout. Du tout. Donc 0 corticoïdes. Oui. Au fil du temps, je lui dis, tu ne dois pas avoir un placebo, c'est pas possible, parce que ça fait grossir la radiothérapie. On peut se le dire aussi, mais vraiment, honnêtement, je ne sais pas et je ne saurai qu'à la fin de l'essai. C'est qu'à la fin de l'essai qu'on fait ce qu'on appelle la levée d'aveugle. Vous allez bien regarder ici. En attendant, l'évolution de tous les patients qui participent à l'essai fait l'objet d'un suivi rapproché. Dans un essai clinique, vous avez un comité de surveillance qui va analyser à la fois les effets secondaires indésirables et à la fois l'efficacité, tout au long de l'essai. Parce qu'on ferait perdre des chances à ceux qui ont le placebo si le médicament est très efficace, ou bien on ferait courir un risque aux patients si le médicament est toxique, ce qui n'est pas le cas dans cet essai. À la moindre alerte, l'essai serait arrêté. Celui de Didier continue et avec lui la production des comprimés nécessaires. Une logistique assurée ici par une structure très particulière, entièrement publique. Car ce traitement a en fait été conçu contre l'hypertension artérielle et n'est plus protégé par un brevet. Plus aucun industriel n'a aucun intérêt à développer de nouvelles indications pour un vieux produit. Même si on a une très bonne idée, elle n'intéresse plus personne dans une stratégie commerciale, dans une stratégie de retour sur investissement. C'est donc l'établissement pharmaceutique de la PHP qui sécurise ici, parmi d'autres, l'organisation de l'essai de Didier, l'essai Aster. Avec d'un côté les placebos et de l'autre le vrai traitement dit actif. À l'intérieur de chaque zone, les produits sont conservés sous clé. Je vais donc vous montrer les blisters de comprimés actifs, mais sous une forme en fait qui à ce stade est totalement indiscernable. Si par erreur ces produits étaient inversés, il n'y aurait plus aucun moyen de les séparer. C'est seulement ici que les comprimés vont acquérir leur identité tout en gardant leur mystère. L'étiquette ne trahit rien de leur contenu, elle comprend un simple numéro. Ce numéro correspond à un patient auquel le tirage au sort a attribué soit le traitement, soit le placebo. Et même s'il ne contient que du sucre, c'est en fait souvent l'élément le plus difficile à obtenir. Nous avons des accords avec les grands laboratoires qui nous offrent leurs princeps. Par contre, pour un grand laboratoire, offrir le placebo, c'est beaucoup plus contraignant. Parce que fabriquer un placebo, quand on est le fabricant du princeps, ça veut dire arrêter ses chaînes de production, valider les nettoyages, valider les vides de ligne. Ça prend des semaines, ça coûte énormément d'argent. Donc clairement, il est très rare qu'un industriel nous offre son placebo.
Pour certains essais, la production du placebo peut ainsi coûter 15 fois plus cher que le traitement. Une note heureusement limitée pour les comprimés assez simples à fabriquer de l'essai de Didier.